Donc la présentation que je propose aujourd'hui, l'idée c'est de donner un petit peu un panorama des travaux existants qui ont quantifié les effets d'une expansion massive de l'agriculture biologique à grande échelle. Euh, Peut-être avant de commencer, j'avais quelques précisions. Alors aujourd'hui, ce que je tente de faire, c'est de dégager les grands consensus et les points de divergence des conséquences de cette expansion massive de la bio, d'après les études que j'ai répertoriées, et peut-être en fin de présentation, parler des sujets qu'il reste à explorer. Je vais parler plutôt des scénarios quantitatifs. Donc, ma présentation, elle est plutôt centrée sur les aspects biophysiques de l'expansion de la bio. Et tout au long de la présentation, je vais tenter de distinguer ce qui relève de résultats de modèles, parce que c'est dans la grande majorité des études de modélisation, versus ce que j'appelle des hypothèses structurantes. Donc, c'est des hypothèses de construction de scénarios avant modélisation. J'ai répertorié là 29 travaux. Donc c'est une mise à jour qui date de décembre. Il y en a peut-être eu des nouveaux depuis. Donc quand je parle de large échelle, je parle de l'échelle au moins territoriale jusqu'à l'échelle globale. Et pour commencer, on peut dire tout d'abord qu'il y a une assez grande diversité d'approches dans les études existantes. Déjà, dans les types de scénarios, on a environ la moitié qui sont des scénarios plutôt normatif, c'est-à-dire qu'on cherche à, par exemple, démontrer les conditions de faisabilité d'un scénario, ou en tout cas, on a un point d'arrivée en tête, versus des trajectoires plutôt exploratoires. Et la place de la bio dans les scénarios, elle est aussi variée. On a à peu près la moitié des études dans lesquelles la bio, c'est une composante parmi d'autres dans un scénario plus large de transition, versus une autre moitié qui font vraiment un focus sur les conséquences d'une massification de la bio. Il y a des clés d'entrée qui sont assez diverses, le plus souvent mixtes, mais ce qui revient le plus souvent, c'est une clé d'entrée sur un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre des systèmes agricoles notamment, ou agricoles et alimentaires. Ou sinon, on a des focus production alimentaire ou cycle biogéochimique, c'est ce qui revient le plus fréquemment. Ce qui concerne les échelles temporelles ou spatiales, on a 6 travaux à l'échelle mondiale, puis sinon c'est plutôt des travaux à l'échelle continentale ou nationale. Et il faut savoir qu'il y a une écrasante majorité, mis à part donc les études à échelle mondiale, qui sont centrées sur l'Europe ou sur partie de l'Europe. Concernant les horizons temporels, bon, il y a quand même souvent une projection à 2050, parfois 2030, et parfois il n'y a pas de projection temporelle. Et pour finir sur cette vue d'ensemble, il y a une majorité de travaux qui vont jusqu'à simuler une conversion totale à la bio. Ce que j'ai indiqué ici en dessous, c'est le pourcentage maximum de surface agricole utile en bio dans les différents travaux. Et bon, sur les 29 études, il y en a 20 qui vont jusqu'à simuler 100% de bio. Et parmi ces études, il y en a 8 qui font varier la part des surfaces en bio. Voilà, donc ça, c'est un peu pour dire de quoi on parle. Et maintenant, je vais parler des grands consensus et des points de divergence dans les résultats de ces scénarios. Je vais commencer en parlant de production agricole. Un premier consensus qu'on tire de ce travail, c'est que la massification de la bio, elle va appeler une modification de la structure de la production agricole, tant sur la production végétale que sur la production animale. Je vais parler un petit peu de la production végétale d'abord. Une première chose, c'est des modifications qui vont toucher les rotations de culture ou l'assolement. Et on a une hypothèse structurante qui revient dans l'immense majorité des cas, qui est un retour accru aux légumineuses. Donc ça, c'est de par leur intérêt agronomique pour la fixation symbiotique d'azote. Et on a des hypothèses, par contre, qui sont variables
sur les parts de surface cultivées en légumineuses et on va distinguer légumineuses à graines et légumineuses fourragères. Donc les légumineuses à graines, dans les hypothèses, dans les travaux qui donnent leurs hypothèses, on a des parts de surface cultivée en bio qui vont de 7 à 17% de la surface cultivée. Aujourd'hui, à titre de comparaison, on est à environ 3% en moyenne en Europe. Et donc, ces légumineuses, elles sont destinées majoritairement à l'alimentation humaine, parfois à l'alimentation animale. Ensuite, les légumineuses fourragères, elles vont occuper dans les scénarios 16 à 35% de la surface cultivée. Donc, dans les 10 scénarios pour lesquels on retrouve la donnée, pure ou en mélange, c'est assez dur enfin, le plus souvent en mélange, mais on ne sait pas du coup exactement la part de légumineuses fourragères dans les prairies temporaires qui sont dans ces mélanges. Et là, l'usage, il est à destination de l'alimentation animale, à usage d'engrais verts, donc la biomasse est restituée au sol, ou un usage mixte. En plus de ces hypothèses sur les légumineuses, dans environ la moitié des travaux, le passage à la bio, il va s'accompagner d'autres changements dans la production végétale et en particulier des pratiques de diversification. Donc, je présente une liste. Ça va être souvent de la diversification des cultures principales avec substitution, par exemple, de céréales primaires, donc blé, maïs par des céréales mineures ou des prairies temporaires, des oléagineux. Souvent des hypothèses de rotation de culture qui sont plus longues. Il y a aussi des hypothèses sur la généralisation des cultures associées, le recours aux couverts végétaux ou, c'est plus rare, mais l'agroforesterie. Un second aspect sur lequel je voulais revenir en ce qui concerne la production végétale, c'est les résultats des études en ce qui concerne les rendements des cultures. Globalement, on a des travaux qui concordent sur une baisse des rendements en comparaison des rendements de l'agriculture conventionnelle, mais il y a des disparités qui sont assez fortes et ces disparités, elles dépendent beaucoup des méthodes qui sont employées pour définir les rendements. La figure que je montre ici, c'est pour donc il y a 23 études ici parce que c'était avant la mise à jour. Et donc, c'est les méthodes qui sont employées dans les différents travaux pour quantifier les rendements entre agriculture biologique et conventionnelle. Donc, on voit qu'on a qu'il y a une majorité de travaux qui utilisent des rendements issus de méta-analyses, enfin des ratios entre les rendements bioconventionnels issus de méta-analyses. On a quelques études qui utilisent des rendements observés en bio et on a quelques études qui simulent les rendements des cultures en bio en réponse à la disponibilité en azote. Et les chiffres que vous voyez apparaître à côté de chacune de ces barres, c'est la moyenne des ratios entre bio et conventionnel, donc définis ou simulés, toutes cultures confondues. Et on trouvait dans l'article qu'on a en moyenne des ratios de rendement qui sont plus faibles lorsque la réponse des cultures à la disponibilité en azote est simulée. Ça, c'est notamment du fait que les travaux qui simulent la réponse des cultures à la disponibilité en azote, ils captent le fait qu'il y a une compétition accrue pour les ressources fertilisantes organiques dans le cadre de l'expansion de la bio. Il y a aussi des différences qui peuvent s'expliquer par des hypothèses très variables quant à la prise en compte ou non des effets du changement climatique, à la projection de progrès techniques ou non quand on projette à un horizon temporel. En ce qui concerne les productions animales, le point qui revient le plus souvent, c'est qu'on a une majorité des travaux qui misent sur une diminution du cheptel dans le scénario d'expansion de l'agriculture biologique. Et le plus souvent, les effectifs animaux sont une sortie du modèle.
Mais cette baisse des effectifs, elle s'explique bien par des hypothèses structurantes des scénarios ou de construction des modèles. Les hypothèses qui reviennent le plus souvent, ça va être de chercher à limiter la compétition entre alimentation humaine et animale ou sourcer localement l'alimentation animale. Et dans ce cas-là, les effectifs animaux s'ajustent à la quantité d'aliments disponibles. Il y a aussi des hypothèses qui sont faites sur une baisse de la demande alimentaire en produits d'origine animale. À savoir qu'il y a plusieurs études qui comparent plusieurs niveaux d'ajustement, car ils comparent plusieurs régimes alimentaires, mais je reviendrai sur ces études un peu plus tard. Et il y a aussi quelques travaux qui calculent les effectifs animaux de manière à limiter les pertes d'azote vers l'environnement ou les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un deuxième consensus dans les scénarios, mais il y a quand même des variations et des divergences sur les degrés d'ajustement simulés pour la population, pour la production animale. Ça peut aller du quasi-maintien des effectifs à une baisse très forte de jusqu'à moins 70% des effectifs totaux. Donc ici, c'est indiqué en pourcentage d'unités gros bovins. Et il y a aussi des différences importantes dans les ajustements relatifs entre les populations ruminants et les populations monogastriques. Donc ruminants, c'est les vaches, les moutons, les chèvres, et monogastriques, c'est la volaille et les porcs. On a plus d'études dans lesquelles le maintien des ruminants est plus important que le maintien des monogastriques. Dans ces travaux, ça s'explique par plusieurs choses. Premièrement, un avantage comparatif des ruminants pour limiter la compétition avec l'alimentation humaine, en consommant des fourrages, par exemple. Deuxièmement, un avantage comparatif aussi dans le recyclage des nutriments et notamment le transfert des nutriments vers les prairies permanentes ou temporaires d'ailleurs jusqu'aux cultures alimentaires. Et enfin, on a 7 travaux dans lesquels il y a une hypothèse de maintien des prairies, d'entretien des paysages qui explique le maintien des populations de ruminants. Dans les travaux dans lesquels le maintien des monogastriques est plus important, ça s'explique plutôt par un ciblage qui est sur l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre agricoles ou par le fait que c'est une hypothèse qui est plus cohérente avec les tendances actuelles en matière d'alimentation. Je vais parler un peu de la demande alimentaire maintenant. Un troisième consensus dans la littérature, c'est que la massification de la bio, elle doit s'accompagner d'un changement de régime alimentaire. Globalement, le changement, il va impliquer une diminution de la part de protéines animales et souvent une diminution du nombre de calories par jour. Moi, je rappelle qu'on a un panel de scénarios qui est plutôt centré sur l'Europe, où on tend à consommer un peu trop de calories par jour. Donc, ça explique aussi cette hypothèse. Et une autre mesure clé qui est souvent mise en avant, c'est la diminution des pertes et gaspillages alimentaires. Pourquoi c'est important cette hypothèse? C'est notamment parce que si on regarde les équilibres entre la production alimentaire qui est simulée dans les scénarios bio par rapport à la demande alimentaire intérieure, ici, donc de la région ou du pays considéré, les travaux, ils vont concorder généralement sur une diminution de la production alimentaire induite par le passage à la bio, donc qui s'explique par des rendements plus faibles, modification des assolements, moins de chargement animal. Et donc, les changements de régime alimentaire, ils permettent de relaxer la pression sur les systèmes de production. La figure que vous voyez à droite, sur l'axe des ordonnées, c'est un nombre d'études qui trouvent, selon une hypothèse de régime actuel ou de régime modifié, qui inclut les changements que j'ai explicités plus tôt, qui vont trouver un ratio production disponible
dans le scénario par rapport à la demande intérieure positive, donc ça veut dire qu'on produit plus que la demande intérieure, versus négatif en rouge. Et bon, ce qu'il faut voir, c'est que on a déjà beaucoup plus de travaux qui font des hypothèses de changement de régime, et surtout, on a plus de situations où le ratio est négatif avec une hypothèse de régime actuel ou tendanciel. Pour terminer, avant de conclure, je vais parler des résultats des différents travaux sur les émissions de gaz à effet de serre. Pour commencer, quelque chose qu'il faut préciser, c'est que les émissions de gaz à effet de serre induites par dans les scénarios de massification de la bio, elles vont résulter de trois grandes catégories d'effets qui vont être compensatoires. Tout d'abord, une possible atténuation des émissions qui va être permise par le changement de système de production, donc par exemple le remplacement des engrais azotés de synthèse. Aussi une possible atténuation qui est permise par d'autres mesures à l'échelle du système alimentaire, donc par exemple les changements de régime alimentaire ou la réduction des pertes et gaspillages. Et enfin, une possible augmentation liée au changement d'usage des terres associé à l'expansion de l'agriculture biologique. Ça vient du fait que, comme les rendements des cultures sont généralement plus faibles, on peut avoir des augmentations des besoins en surface agricole dans les scénarios d'expansion de la bio, et donc les émissions induites par cette expansion des terres cultivées, elles peuvent être de nature à contrebalancer les possibles atténuations qu'on peut constater à l'échelle du système alimentaire. Ici, on a un travail de Ulysse Godaré qui a fait un schéma théorique en fait de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre mondiales en suivant la part de surface convertie à la bio. Donc, ce que l'auteur nous dit ici, c'est que euh, l'ampleur l'ampleur de l'ajustement de ces émissions va dépendre de la part de bio simulée. Donc ici, c'est à l'échelle mondiale. Donc, il montre que dans un premier temps, avec des parts de bio plus faibles, on a une atténuation des émissions qui est permise par le changement de mode de production et notamment le remplacement des engrais azotés de synthèse. Puis, on a une augmentation en fait des émissions induites par des possibles changements d'usage des terres jusqu'à potentiellement dépasser les émissions du scénario de référence. Et les deux couleurs ici, elles représentent les effets, par exemple, d'un changement de régime alimentaire qui va en fait permettre d'atténuer les émissions globales de la production. Bon, qu'est-ce que nous disent les travaux? En fait, il n'y a pas tous les travaux qui quantifient les GES, mais la majorité estime qu'une diminution est possible dans les scénarios de massification de la bio, mais sous certaines conditions. Et surtout, ce qui revient, c'est que c'est pas tant le choix du système de production qui est déterminant, mais plutôt la diminution des quantités produites. Donc, par exemple, induite par des changements de régime alimentaire. C'est des conclusions qu'il faut quand même nuancer. Déjà parce que ça dépend d'une très large gamme de facteurs. C'est pas seulement des considérations agronomiques. Il y a aussi, dans le cas des études qui sont pas à l'échelle mondiale, les hypothèses sur l'évolution du commerce international vont beaucoup jouer. Et il y a aussi le fait que il y a généralement, enfin, il y a pas beaucoup d'études qui ont cherché à quantifier des émissions liées au changement d'usage des terres par rapport aux émissions liées à la production agricole. Dans les questions qui restent
à explorer, j'ai noté 3 choses. Premièrement, les effets sur la biodiversité. C'est une question qui revient souvent dans les narratifs des scénarios, mais c'est difficile à quantifier. Il y a des questions liées à la ressource en eau. C'est abordé parfois par des estimations des pertes azotées, mais c'est assez rare par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Et on pourrait imaginer le développement d'un scénario avec une entrée économie de la ressource en eau. Et des questions liées à la stabilité temporelle de la production dans les scénarios, elles sont très peu évaluées aussi. Par exemple, est-ce que la massification de la bio, elle pourrait amener une amélioration de la variabilité interannuelle de la production alimentaire? Voilà, c'est ma dernière diapo. Donc, c'est une slide de résumé, hein. Donc, en résumé, les points de convergence des travaux existants, c'est une modification de la structure de la production alimentaire induite par la massification de la bio, avec les points qui reviennent qui sont un recours aux légumineuses, une diminution du cheptel et une diminution de la concurrence entre alimentation humaine et animale. La massification de la bio, elle appelle à des changements couplés entre production et demande alimentaire. Et quelque chose sur lequel je suis pas revenu particulièrement, mais c'est qu'il n'y a pas de scénario, en fait, ou peu de scénarios qui misent sur l'intensification. Par contre, il y a des questionnements qui demeurent ou des points de divergence quant au degré de maintien de l'élevage, à la question des rendements et en particulier vis-à-vis de la disponibilité en nutriments et des progrès techniques et impact du climat, et plus généralement de l'ampleur en fait des effets sur des variations de production, d'usage des terres ou d'émissions de gaz à effet de serre. Parce que ça dépend beaucoup des hypothèses et des modèles de chaque étude. Voilà. Bon, c'est tout pour cette présentation. Je suis bien sûr ravie de répondre à toutes vos questions.